C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture des assises nationales en Guinée, des consultations voulues par le président de la transition Mamadi Doumbouya et boycottées par une bonne partie de l'opposition. Nous serons à Conakry dans ce journal. Nous poursuivons notre série en République démocratique du Congo. Notre envoyé spécial Bastien Renouille a accompagné l'armée ougandaise en opération spéciale sur le sol congolais. Nous irons aujourd'hui dans le parc des Virunga où les militaires ougandais revendiquent plusieurs victoires contre les ADF. Notre invité ce soir, l'auteur et le réalisateur François Demerliac, il est venu nous présenter son projet Parole, la mise en ligne d'entretiens exclusifs de personnalités ayant joué un rôle pendant la guerre d'Algérie. Interview à suivre à la fin de ce journal. On commence donc par l'ouverture de ces assises en Guinée, une conférence de réconciliation voulue par le chef de la junte au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya. Des assises présentées par la junte comme une occasion historique de penser les plaies du passé trouble, mais qui sont largement boycottées par l'opposition. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Quelques leaders politiques, des membres de la société civile, des religieux et des diplomates accrédités en Guinée ont répondu à l'invitation du colonel Doumbouya. Dans un discours d'une dizaine de minutes, le président de la transition guinéenne a annoncé la mise en place d'une commission de réconciliation. Cette commission sera présidée par le grand imam du pays, Mamadou Saliou Kamara, et Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. Selon lui, ce sont ces religieux qui auront pour mission, en accord avec tous les politiques du pays et acteurs de la société civile, pour déterminer la démarche à suivre pour réconcilier les Guinéens. J'ai tenu à l'organisation de ces assises nationales, dénommées Journée de vérité et pardon, pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face, bien en face, les yeux dans les yeux, et de se parler franchement. À cœur ouvert cette fois-ci. La rencontre est boycottée par une soixantaine de partis politiques. Ils estiment que la tenue de ces assises n'est qu'une stratégie pour la junte de traîner le pas pour organiser les élections. Ces assises-là ne sont pas préparées. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'organisation réelle sur quoi nous devons aboutir pendant cette période. Depuis 6 mois, ils sont ici, ils gèrent le pays de leur manière, sans consulter personne. Pour ces politiques, comme pour nombreux observateurs de la scène politique guinéenne, la priorité de la junte devrait plutôt être l'annonce de la durée de la transition, qui n'est toujours pas connue. La reprise du procès Sankara au Burkina Faso. Les audiences avaient été suspendues début mars après une requête des avocats de la défense. Les avocats des accusés ont la parole pour leur plaidoirie après 3 semaines de silence. L'avocat du principal accusé, le général Diendéré, a fait une longue introduction insistant sur la prescription des faits reprochés à son client. Maxime Mokom, ex-chef d'une milice anti-Balaka arrêté fin février et remis à la CPI la semaine dernière, a subi sa première comparution devant la Cour pénale internationale. Il est suspecté de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis lors de la guerre de 2013-2014 en Centrafrique. Le compte-rendu de notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. Maxime Mokom s'est très peu exprimé au cours de cette audience, qui était surtout destinée à vérifier son identité et l'informer de ses droits. Mais c'est via son avocat Nick Kaufman qu'il a dénoncé ses conditions d'arrestation au Tchad fin février et ses conditions de détention. Selon son avocat, il aurait été détenu dans une cellule insalubre, sans pouvoir communiquer avec ses proches, sans pouvoir contacter un avocat. Alors cet ancien responsable des anti-Balaka a ensuite été transféré à la Cour pénale internationale puisqu'un mandat d'arrêt secret confidentiel courait contre lui depuis décembre 2018. Il a donc été incarcéré dans cette prison de la Cour, ici à Scheveningen, une banlieue de La Haye. Et dans cette prison, il a retrouvé d'autres responsables centrafricains, puisque trois autres personnalités sont aussi accusées pour des crimes commis en Centrafrique et ils sont actuellement en cours de procès. Nous vous emmenions hier dans le Nord Kivu où les forces armées ougandaises chassent les miliciens ADF pour restaurer la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage aux côtés des soldats ougandais dans le mont Rwenzori ainsi que dans la forêt du parc national des Virunga où ils revendiquent plusieurs victoires contre les groupes armés. Reportage de Bastien Renouille.
Démonstration de force des soldats ougandais devant notre caméra. Pas d'ennemis repérés sur les monts Rwenzori ce jour-là. Mais selon eux, des miliciens ADF sont bien retranchés quelque part dans les montagnes. Cela fait 10 jours que nous sommes ici. Nous effectuons nos patrouilles depuis cette base. On s'est installé là temporairement car c'est l'un des endroits où l'ennemi attaque. Ils tuent les habitants, volent leurs biens et commettent de nombreuses atrocités. L'armée affirme avoir tué ici 16 miliciens au cours des 10 derniers jours. Ils avaient attaqué le village de Lwanoli le 12 janvier, faisant fuir la population. Ça, c'était le bloc de maternité du centre de santé de Lwanoli. À l'intérieur, tout a été pillé, puis détruit. Il y était aussi le crépitement des balles lourdes et légères. Aussi, on avait abîmé d'autres bâtiments de la population quelque part là, ici à haut. Bon, à ce jour, nous sommes à retour de Lwanoli parce qu'il y a l'insécurité, les UPDF de l'Ouganda et les FARDC du Congo. Pour stopper ces attaques, l'armée ougandaise s'est déployée sur une grande partie du territoire du Nord Kivu, comme ici, dans le parc national des Virunga. Le responsable des services de renseignement fait un point sur l'avancée des troupes. Les ADF occupaient Abia et Kambi-Yayua. C'est là qu'était leur première base. Maintenant, ils ont fui. Et au moment où je vous parle, nos forces sont sur place. Pour prouver ses succès, l'armée exhibe ses prises de guerre. Ce sont les armes que nous avons capturées durant l'opération dont je vous parle. Le colonel fait ensuite venir ses 3 enfants soldats capturés durant les combats. Ils ont 13, 15 et 17 ans. Pour prouver leur appartenance aux ADF, les militaires leur ordonnent de manipuler ces AK-47. Vous devriez être à l'école. Nous allons vous ramener à l'école. Impossible de voir les camps ADF capturés, mais l'armée affirme écraser les rebelles. Au sein de la population, certains sont plus sceptiques et s'inquiètent qu'ils ne repoussent seulement les hommes armés loin de la frontière ougandaise, vers d'autres provinces congolaises. Ce soir, on vous parle d'un projet, la mise à la disposition au grand public d'entretiens inédits réalisés avec des acteurs de la guerre d'Algérie. Un projet porté par le réalisateur François de Merliac. Il est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre projet, quelle est son origine et quelles étaient vos motivations pour le mettre en place ? Ça fait quelques années que je travaille sur le sujet. En fait, j'avais commencé par faire un film sur Sartre en 2004-2005. Et puis ensuite, un autre sur l'affaire Audin. Et puis encore après, parce que en fait, en faisant ces films, j'ai découvert mon ignorance sur la guerre d'Algérie, comme beaucoup de personnes de mon âge, puisque c'est un sujet dont on ne parlait pas à l'école et au lycée. Donc ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes dont les témoignages étaient importants. Pierre Vidal-Naquet, Josette Audin, j'en ai parlé, Robert Badinter, enfin bon. Et puis des femmes aussi, parce que en allant en Algérie, j'ai rencontré des femmes que j'ai interviewées, qui m'ont montré un autre aspect en fait de cette guerre, qui est, je pense, pas assez raconté. Enfin bon. Et en fait, à chaque fois, quand on interviewe quelqu'un, on a une rencontre qui dure peut-être 1 heure, et puis après, on va picorer des petits bouts au montage, et ça génère une certaine frustration, parce qu'on se retrouve avec une perte, quoi. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un pendant 1 heure, il y a des choses qui passent, et quand on saucissonne les interviews, on les perd. Donc du coup, je me suis dit, peut-être ce serait intéressant, en fait, pour d'autres que moi, de voir d'une façon un peu... Voilà, l'intégralité. Et puis, d'autre part, il y a aussi un aspect patrimonial, c'est-à-dire qu'il y a un effet de génération. Je vois là Nicole Dreyfus, malheureusement elle est décédée. Il y a un certain nombre de personnes qui vieillissent, dont les témoignages deviennent plus accessibles. Et que, donc, du coup, il y a un intérêt à rendre accessibles ces témoignages pour tout le monde. Voilà. Alors justement, on va écouter Nicole Dreyfus, qui était avocate de militants du FLN, et on en reparle après.
quand des personnes étaient interrogées la veille, il était rare de les trouver vivantes le lendemain. Et ça, c'est un haut responsable de l'armée qui l'a déclaré. Alors, dans ces conditions, la figure d'Odin revêt un caractère emblématique. Et défendre la mémoire d'Odin, rechercher la vérité sur la façon dont il a été assassiné, ce n'est pas seulement travailler pour Odin, mais pour tous ceux qui ont connu des histoires semblables, et toutes les familles qui ont subi leur disparition et qui les pleurent encore aujourd'hui. Voilà, c'était Nicole Dreyfus, avocate de militants du FLN. Il y a de nombreux témoignages et témoins dont l'interview sera sur votre plateforme. Quels sont les plus connus, celles qui vous ont le plus touché? Alors, les plus connus ne sont pas forcément ceux qui m'ont le plus touché, mais bon, donc je parlais de Pierre Vidal-Naquet, Josette Audin, mais il y a aussi des personnes comme Youssef Saadi, et puis des personnes moins connues, comme par exemple des soldats du refus, comme Jean Clavel, ou des infirmières du maquis, comme Baya Outata. Donc c'est des personnes dont le parcours et la vie et les raisons de leurs engagements sont vraiment importantes et assez actuelles, hein, parce que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, hein, il y a beaucoup de parallèles à faire avec la guerre d'Algérie. Et là, par exemple, et puis c'est des combats aussi qui ne sont pas forcément terminés. Quand Nicole Dreyfus parle des disparus de la guerre d'Algérie, pour lesquels Maurice Audin est un peu un personnage emblématique, il y a toujours des recherches. Il y a un site qui s'appelle milautres.org qui a été créé par les historiens Malik Aral et Fabrice Risputi qui mettent en ligne en fait et qui proposent au public de compléter et d'essayer d'apporter des informations pour les retrouver. Il y a l'association Josette et Maurice Audin qui essaye de poursuivre toutes ces actions et puis qui décerne un prix de mathématiques à des mathématiciens français et algériens dans une optique d'amitié franco-algérienne pour essayer justement de passer à travers, enfin d'essayer de passer au-delà de cette violence en fait qui a un petit peu occulté les débats. Alors il y a un film justement qui sort demain dans le Maghreb du film qui retrace la vie de Fernand Yveton, de nos frères blessés, hein. Fernand Yveton, c'est ce militant communiste français qui a été guillotiné parce qu'il avait posé une bombe qui n'a jamais explosé, qui n'a jamais causé de dégâts. Et il y a un film justement qui sort et vous avez réalisé des interviews à ce sujet aussi. Oui, alors j'ai rencontré plusieurs des membres des combattants de la libération, qui était le réseau, en fait, qui était la branche armée du Parti communiste algérien, à laquelle faisait partie Fernand Yveton. Donc des personnes comme Abdelkader Guerrouch, qui est le numéro 1 en fait de la série Parole France-Algérie qu'on met en ligne là. Et puis d'autres, William Sportis, d'autres personnes qui étaient proches d'Yveton et qui partageaient les mêmes valeurs en fait. Sur la bombe, il faut préciser aussi qu'elle était réglée pour sauter, même si elle avait sauté. Dégâts, oui. Elle n'aurait tué personne parce que c'était une heure où l'usine était fermée. Donc, en fait, il a été condamné à mort alors qu'il n'allait tuer personne. Donc, c'est le seul Français à avoir été guillotiné pendant... Voilà, c'est le seul Français. Et en fait, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Alain Ruscio, qui est historien. D'ailleurs, il y a un petit interview de lui aussi qu'on publie en même temps, dans lequel il explique que s'il a été condamné, c'était aussi à titre d'exemple, c'est-à-dire pour montrer aussi aux militants anticolonialistes européens le danger qu'il y avait à s'engager en fait auprès du FLN et des anticolonialistes. Alors, c'est un film à voir. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps à vous consacrer. J'aimerais tout simplement que vous nous disiez quels sont vos partenaires et vos modes de diffusion.
Alors, bon, c'est un projet qui est développé avec des associations comme celle que j'ai déjà mentionnée, avec aussi le Maghreb des films, qui est un festival en fait et qui fait connaître des films algériens, tunisiens, marocains aussi, qui sont assez rares, qu'on a du mal à voir en France, qui sont extrêmement intéressants. Et donc on a le projet en fait de créer une plateforme de diffusion de contenu audiovisuel, donc des films, des documentaires, des débats, avec des éléments qui peuvent être gratuits, comme les contenus de Place Audin, en fait, ce qui est le web TV, placeaudin.net, .tv sur la partie algérienne, mais aussi d'autres parties, comme des films qui pourront être en téléchargement payant ou d'autres gratuits, avec l'idée que tout ça rayonne et fasse une sorte de tunnel sous la Méditerranée. Merci infiniment. Désolé, on n'a pas plus de temps à vous consacrer, François de Merliac. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, vous retrouverez Audrey Racine pour la suite de Paris Direct. Jusqu'à ce jour, à la Seine-Eau, nous avions une réelle problématique de recrutement pour les plombiers et les canalisateurs. Lorsque nous faisions un recrutement, nous étions